parce que là on a l'impression de les redécouvrir. Moi, Vincent Lacoste, je l'avais jamais vu comme ça. Est-ce qu'il s'est beaucoup investi dans le projet? Comment tu arrivais à tirer ça de lui? Parce qu'il est de lui, puis aussi d'Agnès Desmoustiers, bien sûr. Oui, Vincent, en fait, m'avait énormément surpris dans un film de mon compagnon qui s'appelle De nos frères blessés, qui était sans doute la première fois où on lui proposait vraiment un rôle d'adulte, de père. C'était aussi un rôle de militant politique. Et je l'avais vu opérer cette transformation, je l'avais vu être capable de ça. Donc quelque part, mon film prolonge le travail qu'il a fait dans De nos frères blessés. Et je l'ai emmené ailleurs, dans le sens où vraiment mon obsession, c'était de ne plus voir Vincent Lacoste. Je voulais qu'il disparaisse. Et Vincent, c'est un peu comme... il y a des théories sur les acteurs pleins et les acteurs vides. Les acteurs pleins, ce serait comme ceux qui sont des natures et qui passent dans les films et qui évoluent un peu. Selon chaque film, on peut penser à des acteurs comme Patrick Devers, par exemple, ou... Vincent, il est un peu dans cette filiation-là. Et là, je voulais qu'il devienne un acteur vide, c'est-à-dire l'acteur qui s'ouvre complètement pour faire entrer complètement, à travers un travail de composition, une autre personne que lui, quoi. Et donc, on a vraiment beaucoup bossé. Je lui ai demandé de perdre presque 10 kilos, parce que je voulais qu'il se transforme physiquement, qu'il soit maigre, que son corps incarne cette forme d'inquiétude, en fait. C'est un personnage qui est rongé par un secret. Et le secret, ça s'exprime par le corps, ça passe par le corps, puisque ça passe pas par la parole. Donc il fallait que son corps raconte ce secret. J'ai cassé sa démarche aussi avec la polio. On a travaillé sa gestuelle beaucoup. Je lui avais montré des films comme Le temps d'innocence avec Daniel Day-Lewis, Phantom Thread. Je voulais qu'il trouve cette espèce de délicatesse de Daniel Day-Lewis. Et puis on a travaillé même l'articulation, la manière de parler. Il y a quelque chose qui est complètement autre. Et voilà, et puis il s'est complètement investi. Et Vincent, c'est quelqu'un qui a cette capacité de lâcher prise. Ce qui est, pour moi, ce qui fait sans doute la valeur des très grands acteurs, c'est-à-dire cette capacité d'un côté à avoir énormément maîtrisé, parce qu'on connaît son personnage par cœur, son texte par cœur, on sait ce qu'on a à faire, et en même temps on est capable de lâcher, c'est-à-dire faire convoquer juste l'instant présent, l'émotion, et de se laisser aller à une forme d'abandon. Et je trouve qu'il arrive à ça dans ce film, notamment pour moi la scène avec l'étudiant dans la pissotière, où vraiment, pour la première fois, on voit ce personnage complètement lui-même, complètement en lâché. Et voilà, et ça, c'était un rendez-vous qu'il avait avec le personnage qui était très important. Il fallait vraiment qu'il arrive à ça. Et je trouve qu'il est magnifiquement arrivé, quoi. Et Anaïs, pour moi, c'est une des meilleures actrices vraiment de sa génération. C'est quelqu'un d'extrêmement... C'est une énorme travailleuse, elle est très technique. Elle est très subtile, très profonde aussi. Donc c'était l'idéal pour moi pour prendre en charge un personnage féminin aussi complexe, aussi ambivalent. Il me fallait une actrice qui soit très fine. Et puis, je savais aussi que ça allait être compliqué ce rôle. Peut-être que certains d'entre vous l'ont ressenti. Ont ressenti du rejet. C'est difficile pour certaines personnes de s'attacher à elle, en tout cas sur toute la première partie du film, parce qu'elle est dure avec son enfant et que les figures de mauvaise mère, c'est compliqué. On est plus habitué au mauvais père, ça passe mieux, mais les mauvaises mères, ça passe encore difficilement et ça nous retourne, quoi. Donc il fallait une actrice très solaire, très, très lumineuse aussi pour porter ça, pour faire ce pari avec moi. On a évoqué Jimmy, ton acteur, tu l'as trouvé comment? Alors c'est un comédien anglais, mais qui a beaucoup travaillé son accent, pour que son accent soit parfaitement américain. Parce que si vous l'écoutez parler, il a un accent de Manchester à couper au couteau, je comprends rien ce qu'il dit. C'est son premier rôle au cinéma. C'est un garçon qui... En fait, j'ai fait un gros casting en Angleterre avec j'ai vu un peu tous les jeunes comédiens
voilà, de la nouvelle génération qui sortait des grandes écoles de théâtre anglais. Et lui, c'est vraiment celui qui avait rien fait, quoi, qui était autodidacte, qui n'avait pas fait d'école, qui fait complètement autre chose dans la vie, en fait, pour vivre. Et j'ai flashé, j'ai trouvé qu'il avait une présence magnétique incroyable. Et il me fallait quelqu'un qui puisse exister en très peu de temps, très fort, comme ça. Et en même temps qu'il y ait une douceur, je sais pas, une profondeur, en fait, pour réussir à nous toucher en peu de scènes et en peu de temps. Tu nous offres la scène la plus érotique de l'année, je trouve. Oui, une autre qualité de ton film, c'est tu dis que ça couvre 20 ans, et en fait, tu n'utilises pas les habituels maquillages de vieillissement qu'on voit dans la plupart des films qui sont totalement ratés en général. Est-ce que c'était un parti pris ou comment tu as travaillé ça? En fait, on a envisagé plein de choses différentes pour faire passer le vieillissement. Il y a les effets plateaux, déjà, c'est-à-dire pour faire vieillir la peau d'un acteur, déjà, il y a des possibilités de prothèses. En l'occurrence, Anaïs a des prothèses dans le film au fur et à mesure des époques. En fait, elle a des faux, voilà, c'est des poches sous les yeux, des petites rides artificielles. Enfin, voilà, on a utilisé des petites choses techniques qui permettaient de la faire vieillir de manière assez subtile et naturelle. Après, il y a des peaux sur lesquelles les prothèses ne prennent pas, parce que c'est des peaux trop jeunes, justement. Typiquement, Vincent, on ne peut pas lui mettre de prothèse encore. Ça se voit trop à l'image. Donc avec Vincent, ça a été plutôt travailler énormément les coiffures, en fait, pour qu'on ait la sensation qu'il y a une calvitie naissante. Il suffit de faire plus exister les tempes, faire grisonner les cheveux par du maquillage. Le maquillage, il y a un gros travail de maquillage pour progressivement le creuser, le cerner. La barbe, évidemment, le changement de lunettes. Donc plein de petites choses subtiles qui font sentir le passage du temps sans nous choquer. Après, j'ai essayé aussi, en effets spéciaux, d'aller plus loin. Mais ça, c'est une question de budget. Concrètement, je n'avais pas les moyens de rajouter un peu de vieillissement par effet numérique, parce que c'est très cher, parce que c'est de la rotoscopie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'acteur bouge le visage, il faut bouger les effets. Et donc, voilà, c'était pas dans nos moyens. Mais en tout cas, moi, je me refuse pas ce genre d'artifice. Par contre, c'est vrai que j'ai une exigence énorme sur qu'est-ce qui marche pas. Si ça se voit, on laisse tomber. Parce que ce qui compte, évidemment, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est cette évolution de la maturité des personnages. Elle va essentiellement passer par le jeu et par l'écriture des situations qui racontent en fait comment ils ont évolué, grandi, mûri, vieilli en fait. Et ça passe aussi par la démarche, le fait par exemple de travailler le boitement. Un boitement, ça s'accentue avec l'âge. Donc voilà, il boite, je pense qu'on n'y pense même pas quand on regarde le film, mais en fait, il boite de plus en plus. Il se courbe un peu de plus en plus aussi. Enfin, la démarche d'Anaïs évolue aussi. Il y a une lenteur, il y a un rythme qui change, il y a plein de petites choses comme ça qui nous racontent qu'on passe d'un âge à l'autre. Et puis surtout, je voulais me fier à ce ressenti qu'on a dans la vie. C'est qu'en fait, dans la vie, on se sent assez peu vieillir. Ce sont nos enfants qui nous racontent qu'on a vieilli. Et là, le passage du temps se fait essentiellement par les enfants et les changements d'acteurs au moment des époques. Bonsoir. Moi, voilà, je voudrais relever en plein octobre rose ces scènes terribles du début où elle démarre chauve. Et à la fin, elle va jusqu'à son cancer. Et donc, elle a de nouveau ce regard sur elle qui est... voilà, on voit tout repasser. Donc, vraiment, c'est une mise en scène et un clin d'œil psychologique à voilà, comment on peut se faire imprimer par des trucs comme ça. Et bon, voilà, je le relève parce que vraiment, c'était un point important de son personnage aussi. C'est comme si ça lui redonnait un peu presque de maternité, voilà, ça l'aide à surmonter ce côté mère dur.
Bercy, c'était vraiment un film plein de sentiments. Il y a tellement de portes, comme disait monsieur. Donc ça va être un bon moment à suivre. Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup d'avoir relevé ça parce que c'est vrai que c'est une question, une problématique vraiment féminine dans le film. La question de cette question de la honte déjà. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez ma grand-mère, par exemple, parce que quand on a découvert son secret, donc elle avait plus de 80 ans, pour elle, c'était vraiment un échec. C'est-à-dire qu'elle aurait vraiment voulu mourir avec sa fiction, son secret, son déni de réalité. Parce que la honte était toujours là, en fait. 60 ans plus tard, c'était toujours là, en fait. Et ça imprime le corps, en effet, la honte. Et moi, ce que je me raconte, c'est aussi lié à beaucoup de... Enfin, c'est un mélange, mais c'est aussi lié à des témoignages, voilà, de femmes qui ont vécu différentes choses et qui ont été malades à un moment dans leur vie. Mais moi, ce que je me raconte, c'est que quand elle perd François, elle perd une forme de protection, celle de cet homme qui, quelque part, lui avait permis de changer de nom, changer de vie. La part honteuse avait été cachée, disparue. Et elle revient, du coup. Comme si cette couverture, dont il parle d'ailleurs quand il s'engueule, voilà, elle était de nouveau à nu. Et peut-être que c'est ça qui déclenche la maladie. Et en même temps, elle est de nouveau seule avec cet enfant, en effet. Et en même temps, elle a fait un tel chemin qu'elle s'autorise à aimer cet enfant. Le temps d'aimer, c'est le temps qu'il lui a fallu aussi à elle pour s'autoriser à aimer cet enfant qui toujours l'a renvoyé à sa honte. Et donc, ce que je me dis, et c'est pour ça aussi que je traite la maladie d'une manière assez légère, pas plombée, c'est que moi, je suis sûre qu'elle va vivre et qu'elle va dépasser cette épreuve. Et c'est pour ça que quand elle est à nouveau chauve, elle se regarde, elle ose s'affronter, elle est belle, chauve, et elle va vivre, et sans doute même qu'elle va avoir une vie affective, peut-être sexuelle, épanouie. Voilà. Pardon ? Le film de Douglas Sirk, c'était le... J'ai pas vu. Faudra nous faire la suite. Faut faire la suite. Justement, En teneuse de cabaret, oui, c'est vrai. Tu évoquais tout à l'heure Douglas Sirk, c'était le temps d'aimer, le temps de mourir. Tu n'as pas trop mis le temps de mourir. Non. Ouais. C'est mieux en ce moment. À propos de la tombée de Chartres, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Vous ne savez rien de moi ». Oui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, ouais. C'est un livre tout à fait exceptionnel, très très curieux, parce que la tombée de Chartres, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout ce que l'on pensait. Et il y a une pièce aussi qui s'appelle « Le petit coiffeur de Daguerre » qui raconte aussi cette histoire. Est-ce que vous vous êtes documenté d'un point de vue historique sur cette période, véritablement pour situer au niveau justement des habits, des décors, ça c'est très impressionnant dans votre film. Ah bah oui, bien sûr, c'est la première démarche de toute une équipe de cinéma quand elle fait un film d'époque, c'est qu'il y a un énorme travail de recherche, documentaire, on cherche des images d'archives de l'époque, mais on regarde aussi les films qui étaient faits à l'époque pour voir comment étaient les décors. Et nous, ce qu'on a fait sur ce film, c'est qu'à chaque fois qu'on choisissait un décor, parce qu'on a quand même principalement tourné en décor naturel, on allait chercher des archives de ce décor à l'époque. Par exemple, le restaurant dans lequel elle est serveuse au début, on est allé chercher dans les fonds d'archives bretons à retrouver cet hôtel-restaurant, et on a retrouvé des photos du mobilier, du décor, des serveuses, et on l'a complètement reconstitué. Donc quand par exemple je filme sur une plage à Dinard, je vais chercher des archives de photos amateurs de l'époque pour voir en 1951 sur cette plage qui était là, comment étaient habillés les gens, à quel jeu ils jouaient. Et ça m'inspire pour les scènes de figuration derrière, pour les costumes, pour tout. Et ça, toute l'équipe a accès à ces documents. Pareil pour Châteauroux. Il y a beaucoup d'archives sur Châteauroux à cette époque-là, les bars blancs, les bars noirs, parce qu'il y avait cette étrange ségrégation entre blanc et noir dans la ville de Châteauroux, alors même qu'il n'y avait pas de loi ségrégationniste en France. Et donc on va voir à quoi ressemblaient ces bars, comment étaient habillés les gens, quelle musique ils écoutaient, etc.
Et tout ça a énormément nourri le film, évidemment. Ouais. Et ça se voit. Et c'est une qualité du film. Merci. Et en tout cas, c'est vrai que l'enjeu toujours dans la reconstitution, la restitution d'une époque, c'est de ne pas s'enfermer dedans. Parce que sinon, le film devient un peu comme du chloroforme, et puis le film vieillit, il trouve pas son sens aujourd'hui. Donc on a fait ce très gros travail, mais après, dès que la caméra tournait, notre obsession, c'était de se dire, cette histoire se passe ici et maintenant, entre deux jeunes personnes d'aujourd'hui, et on raconte une histoire qui doit justement être au-dessus du temps. Une dernière question peut-être. Ça fait tard. Catel, tu as ton film parfait. Il sort Pas moi. Il sort dans une période très compliquée. Le mois de novembre, c'est très chargé, bah, comme toujours, mais là, le mois de novembre, c'est l'enfer. Donc il faudra que le film soit défendu, et il le sera de toute façon. Ici en tout cas. Et ton film a fait la première à Cannes, de Cannes première d'ailleurs. L'accueil a été formidable. Et à Angoulême, le film a été présenté à Angoulême, qui est un festival francophone, où il a obtenu 2 prix, le Grand Prix et le prix du meilleur comédien. Bravo. Bravo. Merci. Merci à vous, et voilà, 29 novembre, parlez-en autour de vous, parce que c'est vous qui allez le porter maintenant, si vous l'avez aimé. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci. C'est super.